spectre d'un virus. Le virus, on ne le voit pas, et pourtant on fait, ou on doit faire du moins, par un fort pressant et même très mimétique, voire dans certains cas très autoritaire principe de précaution, comme s'il était partout. Dans la plupart des cas, nous dit-on, on ne voit même pas ses effets, et donc, comme l'innocence, un principe présumé par les droits, mais ignoré dans des situations exceptionnelles. On cite beaucoup Camus en ce moment, mais je crois que Girard serait une référence bien plus pertinente ou éclairante. La peste, nous apprennent-ils tous deux, n'est pas qu'une affaire de biologie. À la déjà très étonnante capacité de multiplication que, comme telle ou naturellement, a les microbes, se surajoute donc une amplification entre logique, politique et médiatique surtout, que l'on peut dire proprement spectrale, et qui lui prête une sorte d'omniprésence en négatif, car s'il n'est visible ou repérable même pas par ses effets, comment pourrions-nous être sûrs qu'il n'est pas là? À l'inverse de Dieu ou du bien, ou de cet être nécessaire dont l'Occident philosophique post-ancien repousse la présence, argumentant comme les vieux moines gaonilons déjà que l'existence n'est pas une propriété, le coronavirus qui provoque la pandémie présente est, c'est peut-être fort possible et en attendant très redoutable mal, dont on se passe de nous prouver l'existence et même, dirait un rigoureux leibnizien, la pure et simple possibilité. Et ici, je pense aux très sérieuses réserves d'un Giorgio Agamben et de bien d'autres, dont par exemple le virologue argentin Pablo Goldschmidt qui, comme le simple bon sens, mais lui en tant qu'expert dans la matière, pense que l'OMS, les gouvernements et les médias surdimensionnent la menace. L'existence donc de cet acteur inattendu que, sur fond de crise économique imminente et de fort sérieuses tensions surtout entre les très grandes puissances, surviennent et, comme écrit Jean-Luc Nancy, entre dans la salle, pour ces purs et passifs spectateurs qui sommes nous les simples citoyens et même nous les philosophes, fort scientifique comme elle est, l'existence de ce coronavirus tellement spécial qui tient le monde en haleine devient, tout de même et avant tout, soulignons cela déjà, une très très gênante affaire de croyance. Si la sacro-sainte OMS le dit ainsi, et si nos gouvernements le répètent, et les médias les plus influents et respectables de partout l'amplifient de la sorte, mais que devenons alors tous ceux qui ne croyons pas dur qu'on faire ni à l'OMS, ni à nos gouvernements, ni aux médias les plus influents et respectés, ou respectables? Vis-à-vis de cet être possible, mais si difficilement visible ou repérable, il paraît que nous devons procéder à faire rien de moins qu'un pari pascalien. Soit déjà parce que nous pouvons le faire, et parce que l'on nous donne la très bonne raison de ne pas mettre la vie des plus faibles en danger, nous restons renfermés chez nous, faisant donc le pari de son existence, soit à l'extrême opposé, et c'est ce qui s'impose dans la presque totalité des cas dans le monde, on fait comme si le virus n'existait pas et l'on poursuit toutes ces formes de vie qui ne peuvent point faire un hiatus comme celui que les médias et les discours des politiques et des experts assument qui tient vraiment à l'arrêt. Qu'est-ce que ce monde donc que l'on peut posséder et maîtriser de la sorte
et mettrait même au besoin rien de moins qu'à l'arrêt. À cela, il nous faut tout simplement répondre ou signaler qu'il y a monde et monde. Le poète uruguayen Mario Benedetti nous rappellerait ici certainement que le Sud, il existe aussi, que le Sur también existe. Lors de la toute dernière crise économique mondiale, au temps de Barack Obama, Nicolas Sarkozy et Felipe Calderón, les Mexicains n'avons pas cru tout ce que l'OMS, les gouvernements et les médias racontaient à propos de la grippe mexicaine, et le temps ne nous a pas donné tort. Déjà à l'époque, le gouvernement mexicain a essayé, bien qu'en souple, quelque chose de l'ordre du confinement, profitant là aussi de la proximité des vacances de la Semaine Sainte et de Pâques, que l'on a tout simplement élargi. Les habitants de Mexico, notamment, au lieu de s'enfermer chez eux et de rester calmes, comme demandaient les autorités, sont partis alors en foule, comme on dit contentés de faire cette fois-ci les beaucoup plus contrôlables habitants de Madrid ou de Paris, vers le reste du pays et notamment vers les plages. En général, au Mexique, à l'époque de la grippe mexicaine, très renommée du virus H1N1, nous avons fait presque tous, endurcis par une très longue expérience de mensonges politiques et médiatiques, comme si rien n'était. Dans les paris pascaliens à propos donc de l'existence ou de l'inexistence du létal virus, on a fait alors le choix des libertins, et nous voilà fort vivants et aussi nombreux que d'habitude. Quelques semaines après le moment le plus fort de cette pandémie-là, celle de la grippe mexicaine donc, nous sommes allés faire un tour en famille dans la belle ville voisine de Guanajuato. Comme il était dimanche et nous sommes catholiques, nous sommes allés à la messe où, comme vous savez peut-être, il y a un moment où les fidèles, se souhaitant la paix du Christ, nous serrons la main. Et là, une dame qui venait sûrement de Mexico, où les mesures d'hygiène étaient, à ce qu'il paraît, bien plus respectées que dans le reste du pays, a refusé de serrer la main que lui tendait le monsieur du siège de devant, lui faisant en échange une petite révérence façon orientale. Vexé quand même, monsieur s'est retourné après un instant et lui a demandé « Mais, madame, pourquoi vous ne me donnez pas la main ?»« Parce qu'il faut, monsieur, suivre les mesures d'hygiène par le virus. »« Mais, madame, vous devez tout de même mourir de quelque chose. » 11 années plus tard, nous voilà, à ce qu'il paraît, bien plus frappés et même tout à fait confondus, cette fois-ci par une pandémie qui nous vient de bien, bien loin, et avec un capital de croyances énorme. Le coronavirus, disais-je, ou le communovirus, celui-là non plus, comme le virus du H1N1, ou encore bien davantage que celui-là et que bien d'autres, on ne le voit pas. Et pourtant, je l'ai croisé pour la première fois, ou du moins son spectre, il y a à peu près un mois et demi, au couloir d'un grand magasin où la paire de clients ou de customers, car c'est un grand magasin américain, pouvait parfaitement se voir et même se sentir. À l'origine, il était bien loin, en Chine, et comme la Chine est toujours légendaire, on ne s'arrêtait pas à penser que, depuis un certain temps, du fait de la globalisation capitaliste, la Chine communiste est elle aussi, cette fois-ci sous forme de toutes sortes de marchandises, mais les marchandises ne viennent jamais toutes seules, partout. De fait, les masques, les gants, les tests, les respirateurs et d'autres outils d'extrême urgence arrivent maintenant partout, comme le coronavirus lui-même, de cette immense populeuse usine du monde
ou de cet incontournable partenaire du monde plutôt, qu'est devenue la Chine. Hier à peine, pourtant, et malgré les Made in China omniprésents, la Chine malade de coronavirus et appliquant des mesures propres d'un régime autoritaire, restait aussi légendaire que dans la troisième des règles de la morale par provision où, pour les tout premiers lecteurs de Descartes, c'était assez clair que l'on ne devait pas se soucier des affaires touchant des royaumes aussi lointains que celui du Mexique ou que celui de la Chine. Et puis, soudain, comme si c'était une étonnante marchandise ou même une très révolutionnaire invention venue dans les bagages de Marco Polo ou suivant la de nouveau très prometteuse route de la soie, les voilà l'ennemi invisible en Italie, au cœur même de l'Europe et de l'Occident tout entier, y compris notre Amérique à nous, et au cœur surtout, et cela est bien sûr très important, même à Wuhan déjà, de l'Église ou du monde chrétien. Chez nous, son spectre est arrivé par chance, presque en même temps que le tout premier cas officiellement confirmé, au moment même où il a commencé à frapper, et de quelle manière, notre propre partie européenne, notre très chère sœur patrie, l'Espagne. De fait, ce tout premier cas d'un malade de coronavirus identifié à Santiago de Querétaro, le 11 mars, d'après ce que je lis là sur Internet, correspond à quelqu'un qui, résidant en Espagne, venait rendre visite à sa famille. C'était donc en pleine moitié du carême. Très peu de temps après la marche féministe du 8 mars, que, de toute évidence, le gouvernement espagnol n'a pas voulu arrêter, comme si le virus ne se propageait pas lors d'un rassemblement de ceux qui ont de leur côté la faveur du gouvernement et des médias. Il y a eu même des déclarations très courageusement orthodoxes de personnalités considérant le coronavirus bien moins dangereux que son collègue, car très spectral lui aussi et fort médiatique et politique, le très méchant virus du machisme. Le propre Fernand Simon, le porte-parole du ministère espagnol de la Santé, a déclaré qu'il n'y avait pas de souci, que l'on pouvait y aller se manifester en toute confiance. Y a-t-il un rapport entre cette imprudence-là et le fait que l'Espagne soit, en proportion, le pays le plus frappé par la pandémie? Une juge madrilène, très humaine, elle, vient de trancher la chose lundi 20 avril. Il n'y a pas de rapport de causalité entre avoir participé à cette marche et avoir attrapé le ô combien contagieux virus chinois, pourtant déjà présent et en Europe et dans la ville de l'Ours et de l'Arboussier. De fait, l'un des aspects les plus frappants de la présente crise, c'est l'interdiction de célébrer des messes par un très notable abus, à mon avis, du principe de précaution. C'est un très curieux virus, celui-là qui, tout en respectant les manifestations politiquement correctes et les courses de panique ou pas, devient particulièrement dangereux si l'on se rassemble à prier et à louer Dieu, ou si l'on sort se promener tout simplement. Passé cette marche plus que citoyenne, et dont le Philippe Muret de l'Empire du Bien aurait beaucoup à dire, tout de suite après, le gouvernement et les médias espagnols ont fait enfin sonner l'alarme, et ils l'ont fait si fort que son bruit s'est répandu jusqu'à Santiago de Querétaro, où les courses du week-end d'après, qui en plus était pour nous l'un de ces longs week-ends faits pour encourager le tourisme, sont devenues, je le disais déjà, de véritables courses de panique. Dans ma retraite ou mon confinement de chercheur, à l'occasion occupée à démêler les arrière-fonds, une crise de civilisation à beaucoup d'écarts comparable à la nôtre, de la querelle entre Ortega et Unamuno, pendant que j'essayais de mettre fin à mon livre Ortega y la philosophia de l'arrabal,
j'étais plus ou moins au courant, bien sûr, des nouvelles qui venaient du lointain Orient et aussi de la rebelle Italie. J'étais pourtant très surpris ce vendredi-là quand, allant faire mes courses coutumières, j'ai trouvé qu'à Costco, on ne pouvait même pas arrêter la voiture. Toutes les places formelles de parking et aussi toutes les places informelles ou possibles étant déjà prises. C'était question alors soit de circuler et circuler jusqu'à ce qu'une place se libère, et une place bien sûr qu'il faudrait disputer aux autres, soit de repartir tout de suite, ce que j'ai fait, quand même très intrigué et très curieux de savoir la cause d'un tel encombrement. Je n'ai pas pu acheter les choses que je trouve là d'habitude moins chères qu'ailleurs, mais j'ai tout de même pu faire le reste de mes courses dans les grands magasins mexicains d'à côté, Soriana, où je n'ai pas eu aucun problème à trouver où laisser ma voiture, et où la seule chose étrange était qu'il n'y avait plus ni des oranges, je n'ai pris les 3 dernières, ni des citrons. Côté gestion de la crise, disons ceci très clairement, le comportement des médias et de leurs fidèles est vraiment désastreux. Encourager les gens d'aller tous en troupeau et en débandade, prendre d'assaut les grands magasins par exemple, c'est comme un bouquet et propicier même la présence de l'ennemi qui, nous dit-on, c'est très contagieux et aime en toute conséquence les foules les plus désordonnées. Le lundi d'après, je suis allé voir ce qui s'est passé à Costco, où les courses de panique se poursuivaient, bien qu'avec un peu moins d'intensité. On avait improvisé même quelques mesures d'hygiène, à vrai dire vraiment dérisoires. On nettoyait par exemple à l'entrée du magasin les poignées du chariot que l'on avait déjà pris à l'extérieur, en récupérant bien sûr tout ce qu'il y avait dans les mains de ceux qui l'avaient touché auparavant. Et c'est là-dedans, au couloir du très cosmopolite Costco, que, comme je disais déjà, j'ai vu de tout près cette peur collective si bien nourrie par les médias. À la sortie du magasin, j'ai accepté l'aide de l'un de ces messieurs qui poussent les chariots jusqu'aux voitures, rien que pour pouvoir l'interroger. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ces gens regardent beaucoup la télé, m'a-t-il dit, et qu'ils ont peur du virus et aussi de la guerre que les Russes et les Arabes se font à propos du prix du pétrole. Par chance, les téléspectateurs qui, à Santiago de Querétaro, fréquentent ces grands magasins américains où se sont concentrées les courses de panique dont j'ai été moi-même le témoin, si l'on fait comme s'il était en Espagne, il n'était pas en Espagne, heureusement, mais à Santiago de Querétaro. En Espagne même, par contre, les grands carnavals du politiquement correct féministe, toutes ces courses de panique, doublées en plus de quelques grands événements sportifs, l'un d'eux comportant une visite massive de supporters italiens, ont fait, à ce qu'il paraît, de vrais ravages. Il y a tout d'abord de vrais malades et de vrais morts en Espagne et ailleurs, en Chine, en France, au Mexique. S'ils sont ou s'ils ne sont pas plus nombreux que ceux que la grippe saisonnière provoque, ils sont d'autres morts, et c'est bien fait ce que l'on fait pour empêcher qu'ils meurent. J'allais dire tout ce que l'on fait, mais le mot tout, là, les pouvoirs qui gèrent cette urgence sanitaire se contradisent beaucoup dans beaucoup de choses, mais ils le font déjà très gravement dans une chose très importante, dans la chose essentielle, car si d'un côté ils nous font prendre le choix, dans notre cas au Mexique, de rester à la maison, ou s'ils nous obligent même d'y rester, comme on fait en France, en Espagne, en Argentine et ailleurs, au nom des plus faibles,
De l'autre côté, il annonce la politique inouïe, qu'il s'appelle même bioéthique, de refuser les soins aux plus vieux. Ils font appel pour se faire obéir, remarquons bien cela, au supposé reste du christianisme, mais au service d'un très froid, très cynique et très opportuniste calcul, disons, économique. Au Mexique, ils ont tenté aussi d'officialiser ces critères bioéthiques tellement utilitaires et homicides et ô combien méprisants de ce qu'il y a de sacré dans toute vie humaine. Et face aux voix qui se sont tout de suite élevées à leur encontre, ils viennent, paraît-il, de reculer, du moins dans les textes. Cependant, on entend aussi, et c'est terrible, confinés comme nous sommes dans nos impuissants refuges, des histoires à propos des mortes en solitude que l'on fait souffrir aux malades, et de leur privation, comme eux-mêmes regretteraient, de toute cérémonie de passage ou d'adieu. Sur cela, Daniel Cohen-Levinas s'est déjà exprimé assez clair et assez opportunément sur ce même site, et je n'insisterai pas, vu surtout le ton que j'ai déjà employé jusqu'ici. Je voudrais signaler seulement donc, pour finir, les tout à fait incontournables batailles philosophiques, et bien plus que philosophiques, que tout ceci vient nous imposer ou nous intensifier. Les voilà, de nouveau, les pouvoirs de ce monde, étatique et autres, nous privant non seulement de nos libertés et personnelles et citoyennes, ce qui est déjà très grave et très menaçant, mais même de notre dignité humaine lorsque, sous prétexte de ce virus en plus tout à fait spectral, ils nous écartent, nous renferment et, sans aucun respect des liens que nous avons les uns avec les autres et avec tous ceux qui dépassent leur monde mis à l'arrêt, et l'État et leur police et l'hôpital et les finances, au bout des comptes, si nous avons le malheur d'être attrapés par le virus et par la pire de ses performances, tout simplement ou tout brutalement, il nous incinère et, comme une autre fois déjà, nous jette donc. Où est-ce qu'il nous jette?